Bonjour. Alors, on aborde donc le dernier chapitre du cours sur les ondes progressives et stationnaires. Et donc, c'est mode propre d'une corde tendue. Alors, on va allonger un petit peu le titre parce que, bon, la notion de mode propre s'applique en fait qu'au cas d'une corde tendue fixée à ses deux extrémités. Et j'ai pu constater que on n'employait qu'à la fois le mot mode propre de manière impropre. En particulier, le titre de la vidéo que je vous ai demandé de regarder avant, il parle de mode propre pas dans ces situations. C'est pas une corde fixée à ses deux extrémités. Donc, c'est pas correct de qualifier ce qu'ils observent de mode propre. On donnera un autre nom. Voilà, j'ai déjà employé dans le texte du travail expérimental. Alors, on va voir que dans cette situation, on va obtenir des ondes stationnaires sinusoïdales, donc qui ne sont pas des. Voilà, les ondes stationnaires, on les a obtenues jusqu'à présent comme deux ondes contrapropagatives. Là, on va voir qu'on va obtenir dans une autre situation aussi des ondes stationnaires, mais voilà, qui ne sont pas physiquement la superposition de deux ondes contrapropagatives. En tout cas, il n'y a pas deux sources. On va même voir qu'il n'y a aucune source en fait dans le système. Alors, je prends donc une corde tendue entre ces deux extrémités, voilà, je représente ici donc tendue entre le point O donc, et le point E, I donc un vecteur unitaire collinaire, et un point M ici de la corde, enfin un point M', disons, qui coïncide avec le point géométrique M d'abscisse X lorsque la corde ne bouge pas. Alors, donc on a cette corde donc, fixée à ces deux extrémités, de longueur grand L. La tension au repos est bien déterminée. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une corde d'instrument de musique, par exemple, une corde de guitare, une corde de piano, ou une corde de mêle dans laquelle vous avez, mettons, arrêté le vibreur. Et à ce moment-là, la tension, donc de cette tension, on en a parlé, la tension d'une corde, on en a parlé dans le cours sur les solides en rotation. Donc, je vous renvoie à ce cours pour bien savoir de quoi on parle. La tension donc, est maintenue à une valeur déterminée par des clés. Bon, vous voyez, clés guitare, on ajuste en fait très précisément la longueur de la corde pour la mettre à une tension donnée. C'est important parce que cette tension elle va conditionner en fait la propagation des ondes. Voilà, ou la masse suspendue. La masse suspendue en fait dans la corde de mêle, elle permet de fixer la tension à T égale mg. Voilà. Alors, ce qu'on a, c'est qu'ici, on a maintenant, contrairement à ce qu'on avait envisagé jusqu'à présent, on a un milieu indéfini. Contrairement au milieu envisagé jusqu'à présent, qui était en principe au moins infini. D'accord. Voilà, on avait une onde progressive qui pouvait avancer jusqu'à l'infini, etc. Ici, c'est pas du tout le cas. Voilà, on est sur un milieu donc, qui est bel et bien fini. Alors, ce qu'on va introduire, ces fameux modes propres, ça ne se trouve pas expérimentalement. C'est quelque chose qui a été trouvé en fait théoriquement. Voilà. Alors, pour ça, donc, si on veut un petit peu justifier d'où ça vient, il faut donner quelque chose qui n'est pas au programme, qui est l'équation en fait qui régit la fonction y de xt. Alors y de xt, voilà, cette corde ici qui est fixée à cette extrémité, bon, il n'y a pas de vibreur, mais néanmoins, en chaque point x, elle peut se déformer verticalement, d'accord, dans une valeur donc yx prise à l'instant t. D'accord. Bon, vous prenez une corde de guitare, vous tirez dessus, voilà, elle va vibrer pendant un certain temps, donc on voit bien que je peux définir ce y de xt. D'accord, c'est un sens, même s'il n'y a pas de source, il y a quand même initialement de l'énergie qui est donnée au système et qui fait que le y de xt ne vaut pas 0. Voilà. Alors, cette équation, on peut en dire juste deux mots, bon, je vous l'ai donné. Alors, vous voyez qu'ici, elle fait intervenir ce qu'on appelle des dérivées partielles. C'est-à-dire qu'en fait, cette fonction de deux variables, je vais la dériver par rapport à x à t fixé. Voilà, et là, de ce côté-là, en fait, on fixe x et on dérive la fonction par rapport à t, en l'occurrence deux fois. Voilà. Et le petit c ici, c'est la célérité d'une onde progressive qui se propage sur cette corde à la tension considérée. Voilà. Alors, cette équation donc on dérive partielle, dérive partielle, ça veut dire qu'on dérive par rapport à une seule variable, une fonction de deux variables, qui régit donc la déformation de la corde. Alors, donc il existe des solutions de cette équation qui représentent des ondes stationnaires, alors en l'occurrence sinusoïdales, c'est-à-dire que si vous cherchez yxt sous la forme u de x v de t, comme on l'a vu, c'est la définition de non stationnaire, vous réinjectez ça là-dedans, et moyennant un calcul qui n'est pas au programme, vous allez forcément trouver que
eh bien, les fonctions qui sont représentées ici sont toutes solutions en fait, de cette équation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît ici? Ben, on reconnaît quelque chose qui est tout à fait semblable à notre superposition d'ondes contrapropagatives. Alors, d'abord, c'est bel et bien stationnaire. Hein. On a une fonction de t et une fonction de x. Et puis, en fait, on a la forme exactement qu'on avait dans le paragraphe précédent. Hein. Si on oublie le phi et le psi, c'est exactement la fonction qu'on a étudiée, dont on a tracé les profils spatiaux à différents instants. Hein. Donc, on a ici un oméga, d'accord? Et puis ici, on a le oméga sur c. Hein, le préfacteur de x est le même que dans les ondes stationnaires, je répète, issues de deux ondes contrapropagatives. C, c'est pas la vitesse de l'onde puisqu'elle est stationnaire, hein, c'est la vitesse d'une onde progressive qui se propagerait dans le milieu. D'accord? Voilà, c'est toujours un petit peu ambigu parce qu'on parle d'onde stationnaire, mais on a une vitesse c. Hein. Alors bon, cette vitesse c, c'est pas la vitesse de l'onde stationnaire, bien sûr. Voilà, donc on peut le vérifier, hein, on réinjecter ça là-dedans, on vérifie que ça marche. Tout simplement. Voilà, donc C, c'est la sérialité des ondes progressives sur la corde. On retrouve donc dans une situation physique différente hein, la forme des ondes stationnaires obtenues comme superposition de deux ondes progressives sinusoïdales, hein, comme je viens de vous le dire, contrapropagatives. Alors, néanmoins, si je réinjecte ça là-dedans, ça marche quel que soit phi et psi, mais en fait, on va voir que les phases, donc phi et psi, ne peuvent pas être quelconques, hein, comme on va le voir dans le paragraphe suivant. Alors, paragraphe suivant, 5.2, conditions aux limites et mode propre. Les extrémités de la corde sont fixées. Et on a donc ce qu'on appelle les conditions aux limites. C'est-à-dire que cette équation ici, il faut lui ajouter des conditions aux limites. Voilà. Alors, ça joue le même rôle, si vous voulez, quand vous avez une équation aux dérivées ordinaires, une équation différentielle, comme on a vu voilà, jusqu'à présent, en élec ou en méca, on avait des conditions initiales. D'accord? Ben là, c'est un peu pareil. Hein, enfin, c'est tout à fait analogue. D'accord? Donc, on voit bien que les conditions initiales, qu'est-ce qu'elles font? Quand on a l'ensemble des solutions d'une équation différentielle, on prend celle qui vérifie la condition initiale. Et ici, c'est pareil. Parmi toutes ces solutions de l'équation d'onde aux dérivées partielles, on va choisir celle qui vérifie les conditions aux limites. Hein. Alors, ces conditions aux limites, voilà, on a abrégé CL, ben, c'est que la corde est fixée en x égale à 0 et en x égale à grand L, donc au point E. D'accord? La longueur de la corde, c'est grand L. Et ça, donc, quel que soit T. Alors, ça se présente de manière un petit peu quand même différente d'une condition initiale. Bon, mais enfin, ça joue le même rôle, on va dire. Hein. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, donc conditions limites qui, pour des équations dérivées partielles, jouent le rôle des conditions initiales pour les équations différentielles ordinaires. Hein. Alors, activité, donc, expression de l'onde stationnaire qui en découle. On va appliquer ces conditions limites sur cet ensemble de solutions et on va voir ce que ça donne. Alors, vous découpez, comme d'habitude, et puis, voilà, on va passer donc à une activité. Voilà, donc y xt égale a, cosinus, oméga t plus phi, le phi était bien là, voilà, et l'autre c'était le psi, multiplié par cosinus, oméga sur c, x plus psi. Alors notre condition aux limites, la première, plus facile, y donc de x égale 0, t, hein, égale 0 quel que soit t, donc je vais faire t égale 0 là-dedans, ça me fait a cosinus oméga t plus phi, multiplié par cosinus donc, de 0 plus psi. Hein. Voilà. Et ça, donc, on vient de le dire, c'est 0, quel que soit t, la corde qui est maintenue. Voilà. Ça me fait donc, alors si je veux que ça soit valable quel que soit t, ça va être évident que essentiellement c'est différent de 0 cette affaire-là. Donc si je veux que toute l'expression soit le a bien sûr est différent de 0, sinon il ne se passerait rien.
Ce qui m'intéresse, c'est la condition cosinus psi égale 0. Donc si le cosinus vaut 0, c'est que le psi, il vaut pi sur 2, plus ou moins pi sur 2, ou on pourrait dire pi sur 2 plus kpi. Alors on ne va pas trop se compliquer la vie, ça suffit de le mettre comme ça. Voilà, on va mettre ça plus ou moins pi sur 2, donc voilà, à 2 pi près. Ça ira très bien comme ça. Voilà, donc première condition. D'accord? On va le réinjecter là-dedans, tranquillement. Ça fait donc yxt égale a cosinus, donc oméga t plus phi. J'ai évité de faire mes t comme des plus. Donc cosinus oméga sur c plus ou moins pi sur 2. Donc quand on ajoute pi sur 2, on dérive. Quand on enlève pi sur 2, on primitive. Donc cosinus oméga c x, pardon. Oméga c x. Donc si je fais plus pi sur 2, ça me sort un signe moins. Ici je fais moins pi sur 2, enfin, ça me transforme en sinus et ça me fait un signe moins. Et si je fais moins pi sur 2, ça primitive le cosinus, donc ça me fait un sinus, tout simplement. Donc ça va me faire la chose suivante. A cosinus, donc oméga t plus phi, sinus oméga c x, voilà, multiplié par moins plus 1, voilà. D'accord, donc le K plus contre le mot moins, le moins correspond au plus, voilà. D'accord. Alors ensuite, on va appliquer la deuxième condition limite. Y pour x égale à L de t. Donc c'est égal à 0, donc je recopie. A cosinus oméga t plus phi. Alors je vais mettre un plus ou moins devant. Voilà, plus ou moins, enfin moins ou plus exactement. Alors égal moins ou plus. Sinus oméga sur CL. Voilà. Et ça, donc ça doit être égal à 0, quel que soit t. Voilà. Donc, pareil, le cosinus essentiellement, il est quand même non nul. Le A, il est non nul, sinon il ne se passe rien. Donc, en fait, ça revient à dire que le sinus est nul. Donc, ça revient à dire que sinus oméga sur CL égale 0. Voilà. Alors, il faut que je fasse. Voilà. Alors, si le sinus est nul, bon, je ne vais pas le réécrire. Donc, si le sinus est nul, c'est que l'argument, ça vaut 0, ou pi, ou 2pi, ou moins pi, etc. Donc, ça me fait oméga sur CL. Alors, néanmoins, c'est forcément positif quand même. Donc, ça ne peut pas faire moins pi. Bon, si ça vaut 0, c'est pas intéressant non plus. Je ne sais pas, ça me ferait oméga égale 0. Voilà, donc il me reste finalement, on va l'écrire n fois pi, avec n appartenant à n étoiles. Voilà, donc il n'y a que cette solution qui me rend donc, ce sinus nul, avec évidemment un contenu qui ne soit pas nul. Donc le L, je le sais, je ne peux pas y toucher, le L non plus, c'est la longueur de la corde, ça ne peut pas faire 0. Donc finalement, les oméga possibles, donc ça me sélectionne une certaine valeur de oméga possible. Donc seuls les oméga vérifiant donc, cette relation, donc les oméga qui vont appartenir à l'ensemble. On peut le réécrire, ça fait n fois Cpi sur L. Voilà, mais de toute façon, on ne va pas le retenir comme ça, ce ne serait pas très facile. Donc, seuls les oméga appartenant donc, à cet ensemble, oméga, donc n fois
Cpi sur L sont telles que les conditions aux limites sont vérifiées. Que les conditions aux limites sont satisfaites. Voilà. Donc parmi toutes ces solutions qui vérifiaient donc l'équation d'onde, en fait, je n'ai droit, entre guillemets, qu'à certains oméga. Donc ces oméga sont ce qu'on appelle quantifiés, parce qu'ils font apparaître, donc ces valeurs d'oméga possibles font apparaître un nombre entier. Voilà. D'accord. Alors moi je les écris sous la forme, donc oméga ça appartient l'ensemble des oméga n, tels que, alors pour s'en souvenir, on sait, il faut se rappeler que c'est sinus, alors que c'est la pulsation spatiale, oméga n donc sur c, multiplié par auquel point ça doit s'annuler, c'est en x égale n, le x égale 0 c'est évident, voilà, et si le sinus s'annule, c'est que ça fait npi. Voilà comment on peut les réécrire. Voilà, on retrouve assez facilement cette condition. Voilà, avec donc toujours donc, les yxt, donc les yxt, finalement je peux aussi les renuméroter avec n. Ça me fait donc un certain a, alors an si vous voulez, cosinus oméga nt plus psi n, voilà, facteur de sinus oméga n sur cx. Voilà, donc c'est les modes propres, donc ces solutions, ça va s'appeler les modes propres, justement. Donc, voilà les solutions donc, de l'équation d'onde vérifiant les conditions limites. Et ces solutions s'appellent les modes propres. Donc voilà, donc ça, ce sont donc les modes propres de la corde. Voilà, donc les fréquences de ces modes propres sont quantifiées. Voilà, donc ce sont les modes propres de la corde. Et les fréquences, les pulsations de ces modes propres donc, sont quantifiées. J'avais dû mettre un paragraphe un petit peu supplémentaire. Voilà, alors on va voir à quoi ils ressemblent. Ces modes propres, je regarde un peu le temps qui me reste. Ouais, ça doit aller. Alors attendez, que je numérote ça comme il faut. Oui, il y avait un 5, 5, 2 et 5, 4. Donc là, il y a un 5, 3. Voilà. Alors on va garder cette condition là. Donc en fait voilà, les oméga n ils s'écrivent comme ça. Alors 5, 3, on va les tracer. Voilà, description des modes propres. Des modes propres. Donc ces modes propres, c'est quelque chose qui ne s'applique qu'à une corde fixée à ses deux extrémités. Donc l'expérience de la corde de Mel, pour l'instant, c'est autre chose, puisque ce n'est pas une corde qui est fixée à ses deux extrémités. Voilà, donc on va y revenir, mais pour l'instant, voilà, on est là-dessus. Alors, description des modes propres, je vais être obligé de recopier mon truc muche là. Yn xt, alors c'est un certain n, que je ne connais pas, cosinus donc oméga nt plus phi n. Alors voilà, donc là c'est le sinus. Sinus donc oméga n sur c. Alors je vais réécrire donc oméga n sur c. Donc l'oméga n sur c, c'est npi sur l. C'est npi sur l fois x. Alors ce qui va m'intéresser, c'est cette fonction. Donc je vais le réécrire à n. Voilà, parce qu'on va regarder les profils spatiaux à différents instants. Alors je vais faire apparaître en fait un 2pi sur la période. D'accord, puisqu'on sait qu'une fonction sinusoïdale, c'est oméga t, ou qu'oméga c'est 2pi sur grand t, t c'est la période. Donc si j'écris sinus quelque chose, 2pi divisé par quelque chose, le quelque chose qui sera là, ce sera forcément la période. Donc je fais apparaître un 2, donc ça fait 2L sur n, voilà, fois x, voilà, multiplié par cosinus oméga indice n plus un certain phi n. Voilà, donc cette fonction-là, c'est une fonction sinusoïdale, donc
de période spatiale 2L sur n. Hein, voilà. Période spatiale, forcément, ce qu'on est en x. Hein. Période spatiale. Hein. Alors, on peut l'écrire lambda indice n. Voilà. Égale 2L sur n. Voilà, donc on va regarder un petit peu ça dans différents cas. On va faire n égale à 1, n égale à 2. Hein. J'ai plus tout à fait de place. Bon, bah, si on fait le cas, alors on va regarder le premier cas, donc n égale à 1. Hein, n égale à 1, donc lambda 1 c'est 2L en fait. Donc lambda 1 c'est 2 fois la longueur de la corde. Hein. Alors écrivons cette fonction. Notre fonction, donc, ça va faire A1 multiplié par sinus, alors si n vaut 1, ça fait du pi sur L, hein, ou 2pi sur 2L, donc comme on veut, 2pi sur 2L, x, voilà, d'accord. C'est séparé. Il y a cette fonction qui est ici, voilà, que je vais représenter, hein. Voilà, on représente cette fonction-là, et on sait que cette fonction-là est multipliée par une fonction qui varie entre plus ou moins 1. Hein. Voilà, donc je peux la réécrire comme ça, hein, ça sera complet, multiplié par cosinus de oméga 1t plus phi 1. Voilà. D'accord, donc on va simplement représenter en fait cette fonction-là. D'accord. Donc en x égale 0, elle s'annule. D'accord. Et si je fais x égale à L, ben ça fait sinus pi, elle s'annule aussi. Hein. Voilà, c'est normal, elle est de. C'est un sinus qui est de période 2L, il s'annule à t sur 2, il s'annule à la période sur 2. D'accord, donc il s'annule en 2L sur 2. Voilà. Et il n'y a que là qui s'annule. Il s'annule en 0, en 2L sur 2 et en 2L, bon, etc. Donc, nous, la longueur de la corde, on ne fait que L. Donc, au final, hein, alors, vous allez représenter toujours les uns sous les autres, hein, avec la même longueur de corde. Donc, pour le nombre de carreaux, il faut que ce soit divisible par moins par 2 et par 3. Hein, bon, éventuellement, si on va plus loin, ça va être divisible par 4 et par 5. Voilà, parce qu'on va diviser. Alors, donc pour n égale à 1, hein, donc je le représente ici. Voilà, donc ici le point O, ici le point E. D'accord. Et donc cette fonction ici, 1 sinus 2πx sur 2L, et bien elle est comme ça. Voilà. Et là, c'est l'amplitude, c'est le A1. D'accord. Voilà, donc ça, c'est le profil spatial. Hein. Ça, c'est un certain A1 sinus, donc voilà, 2pi sur 2Lx. Voilà, entre 0 hein, et L. Ici, donc j'ai la longueur L, la longueur de la corde. Voilà. Donc ça, c'est cette fonction. Je rappelle qu'elle est multipliée donc, par plus ou moins 1. Ça veut dire qu'au cours du temps, les différents profils spatiaux, ben, ils vont se déduire de cette courbe par multiplication d'un nombre compris entre moins 1 et 1. Donc on voit facilement ce que ça donne. Hein. Voilà, je multiplie par 1,5, etc. Si je multiplie par 0, ça fait ça. Hein, si on multiplie par un nombre négatif, ça fait quelque chose comme ça. Et à la fin, le dernier, qu'on peut mettre aussi en gras. Voilà, quand on multiplie par moins 1, voilà ce que ça donne. Donc ça va osciller hein, entre cette position-là et cette position-là. Donc on retrouve quelque chose qu'on a vu pour les ondes stationnaires. Hein. D'accord, issu de deux ondes contrapropagatives. Hein. Ici, on a des nœuds de vibration, là, on a un ventre de vibration. Hein, voilà. Voilà, donc pour n égale à 1, donc voilà ce qu'on a. Alors pour n égale à 2, pour n égale à 2, donc on va représenter donc A2 sinus. Alors n égale à 2, j'ai le petit n que j'ai oublié. Alors moi j'ai un petit peu perdu les choses, enfin ça fait 2n. Hein, c'est forcément oméga 2, oméga n c'est n fois oméga 1. Hein, de toute façon, voilà, je me retrouve comme ça, et ça c'est oméga indice. Donc ça fait donc 2 fois hein, 2pi sur 2l x. Hein, voilà. D'accord, donc si les deux évidemment s'en vont, ça fait qu'on retrouve comme période L. Hein, voilà. Donc cette fois-ci, donc le lambda 2, c'est L. Comme on a annoncé ça. Voilà.
On vérifie que cette fonction sinus, elle s'annule en x égale à 0. Ensuite, elle s'annule en x égale à L sur 2, ça fait sinus pi. Et puis, elle s'annule en x égale à L, ça fait sinus 2pi de sinus 0. Donc ici, si vous représentez toujours bien ça comme ça, pour n égale à 2. Voilà. Donc ici, j'ai grand E, ici, j'ai O. Voilà, ça nous fait quelque chose comme ça. Voilà, symétrique. Voilà, donc ça c'est cette fonction qui est ici. Et puis donc multiplié par le cosinus qui varie entre moins 1 et 1. Donc on va obtenir voilà, quelque chose comme ça. Hein. Donc si je multiplie par 1,5, si je multiplie par 0, si je multiplie par moins 1,5, et puis si je multiplie par moins 1. Voilà, donc les différents profils spatiaux de la corde. Voilà, à différents instants, donc c'est bien non stationnaire. Hein. Voilà, pas de doute. On les reconnaît maintenant, je dirais. Hein. Voilà. Alors, le dernier, hein, si je fais n égale à 3, ça me fait A3, stylo passe à une vitesse. Donc de 3 fois 2pi sur 2L x. D'accord. Donc, voilà, ce que je vais avoir comme... le 3, je vais le passer ici, en fait. D'accord. Donc, ce qui me fait le lambda 3, voilà, c'est 2L sur 3. Donc, c'est 2 tiers de L. Hein. Pardon, oui, c'est 2 tiers de L. Alors, on va mettre ici. Donc, on va diviser ça en 3 parties. Hein, d'accord. Et le lambda 3, donc, alors, attendez, c'est 2L divisé par 3, donc on est ici. Hein. Voilà, L sur 3, 2L sur 3 ici, d'accord. Voilà, pas de doute. Ok. E, 0. Voilà, donc ça c'est la période. D'accord. Donc on vérifie bien que ça s'annule en 0, en L sur 3. Hein. Si vous rajoutez L sur 3 là-dedans, ça fait sinus pi. 2L sur 3, ça fait 2pi. Et si je prends L, les L, ça fait sinus 3pi. Hein, d'accord. Donc, voilà. Donc ça va me faire quelque chose comme ça. Voilà, pour cette fonction. Donc ici, c'est n égale à 3. Cette fonction, donc ici, A3, sinus, etc. Voilà. Et là, donc, bah, pareil. Hein. Ensuite, on sait que c'est multiplié par un cosinus. Voilà, qui vaut entre moins 1 et 1.